Bonjour mes élèves, je suis très content de vous présenter ces cours filmés dans le cadre d'associer mes efforts aux efforts des autres professeurs partout dans notre pays pour garder le niveau de nos élèves à la hauteur et de les bien préparer pour passer leur examen dans les bonnes conditions. Donc, un petit message qui m'intéresse à vous faire passer, c'est que par le travail, par le courage, on peut vaincre tous les problèmes. Et la leçon qu'on va traiter aujourd'hui, ça sera la deuxième leçon de la mécanique. Elle traite quoi? Les mouvements de chute verticale. Dans cette leçon, on va voir une application des règles de la deuxième loi de Newton, à quel point cette loi va nous permettre de comprendre quelques mouvements. Comprendre quelques mouvements, ça veut dire à partir d'un bilan de force, on peut remonter à trouver les caractéristiques de mouvement. Bien, donc dans notre leçon, le but de notre leçon, c'est, comme le titre le montre bien, nous devons, à la fin de la leçon, comprendre ce que ça veut dire, ou bien arriver à avoir la puissance, la force, de définir qu'est-ce qu'un mouvement de chute verticale, à faire un bilan correctement de force, à trouver les caractéristiques cinématiques d'un mouvement, à savoir son accélération, sa vitesse et sa position à des instants bien donnés. Donc, le but, c'est définir un mouvement de chute. Comme vous pouvez le remarquer sur le titre, j'ai mis les chutes en pluriel. Donc, il existe plusieurs chutes. Donc, distinguer les mouvements de chute et déterminer les caractéristiques cinématiques d'un mouvement. Cinématique de la chute d'un solide dans un fluide. Et par fluide, je veux dire soit dans l'air ou bien dans un liquide. Bien. Premièrement, on va commencer par la première partie, qu'on va appeler la chute libre. Donc, définition, qu'est-ce qu'une chute libre? Une chute libre est un mouvement qui se fait uniquement sous l'effet du poids du corps matériel. Donc, une chute libre, c'est lorsqu'un solide il est soumis uniquement à son poids. Mais, si par exemple, on peut voir la chute de ce corps et la chute de ce corps, on peut remarquer qu'il y a une différence au niveau de la trajectoire, au niveau du temps d'arrivée au sol. Il y a des conditions à satisfaire pour être en chute libre. Donc, la première, c'est arriver à l'état de négliger les autres forces qui existent en parallèle avec le poids. La première poids dont je parle, c'est une force qu'on a déjà traitée en tronc commun, corps de tronc commun, c'est la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède, c'est une force de répartition due aux effets de force de pression exercée par un fluide, qu'on peut représenter par une force résultante qu'on définit souvent de la forme moins M' fois G. Pourquoi le moins? Il est dans le sens contraire au point. Un prime, ça signifie quoi? C'est la masse du fluide déplacée.
lorsqu'on met un solide dans un fluide, il y a un déplacement d'une quantité de fluide. Cette masse-là, c'est imprimé. Et G, c'est bien sûr, vous le reconnaissez, c'est le vecteur d'accélération de pesanteur, ou bien c'est le champ de pesanteur. Vous allez voir par la suite, je vais justifier pourquoi on va l'appeler vecteur accélération de pesanteur. Donc, quand est-ce que je peux négliger cette force? Pour négliger cette force, il se fait de prendre un corps plus dense que l'air ou bien que le fluide. Si on étudie la chute dans l'air, il faut que le corps soit plus dense que l'air. Ça veut dire que sa masse volumique doit être supérieure à la masse volumique de l'air. Et il y a une autre force, c'est les forces de frottement dues à l'air. Pour négliger ces forces-là, il faut travailler sur la forme du corps. On peut, dans l'expérience quotidienne, le montre. Si par exemple, si on est sur notre bicyclette, ou bien sûr, on nage dans une rivière, dans un écoulement d'eau, que si la vitesse, on nage dans le sens de l'écoulement de l'eau, ou bien dans le sens contraire, on ne ressent pas, on ne fait pas le même effort. Si on avance dans l'air avec un vent qui souffle dans le même sens, ou bien dans un sens contraire, on se sent la différence. Donc, et on essaye toujours de minimiser cette force en travaillant sur la forme. Donc, on va considérer que notre solide en chute, il a une forme aérodynamique. Donc, et la force du frottement de l'air. Donc, être en situation de chute libre, c'est négliger ses forces. Donc, il faut, remarque, il faut pouvoir négliger les forces F qu'on appelle la poussée d'Archimède et la force de frottement de l'air. Donc, pour qu'on puisse négliger la force due à la poussée d'Archimède, il faut prendre un corps dense. Donc, on suppose par la suite que le corps matériel en chute est plus dense que l'air, par exemple, chute dans l'air. Et que le corps matériel, ou bien le solide, en chute est de forme aérodynamique. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi la forme aérodynamique? Pour qu'on puisse négliger la force de frottement de l'air. Bien, travaillons dans ces conditions-là. Et considérons que notre repère terrestre, c'est un repère galiléen. Parce qu'on ne peut pas appliquer la deuxième loi de Newton sur la forme vue dans la leçon précédente, sur la forme qu'on a déjà donnée, que si notre référentiel est galilien. Dans notre cadre de programme terminal, tous les repères qu'on va traiter seront toujours galiléens. Mais il est très bien intéressant de mentionner dans vos réponses cette condition-là d'un repère galiléen. Vous allez voir dans les années à venir, Inch'Allah, dans vos études supérieures, que si le repère n'est pas galilien, la forme de la deuxième loi de Newton va changer de forme. Donc, supposons que le référentiel terrestre est galilien. Et donc, étudiant la chute libre d'un solide, donc d'un solide que je veux prendre d'une bille, par exemple, d'une bille
B de masse M. Donc, l'application de la deuxième loi de Newton, ou bien ce qu'on peut appeler souvent le PFD, le principe fondamental de la dynamique, va mener à ça, à P, la somme, la seule force qui existe, qui est appliquée dans les conditions qu'on a dit précédemment, qu'on a négligé la force, la poussée d'Archimède, on a négligé la force de l'air, les frottements de l'air, P, ça sera M AG. Donc, et on sait bien que la définition de P, elle est donnée par la relation MG, qui est égale à MAG. Donc, on arrive à un résultat très important que AG est égal à G. L'accélération du centre de masse de la bille est égale au champ de pesanteur. Ce qui va nous permettre de donner à G une autre définition. En tronc commun, on l'appelle le champ de pesanteur. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on peut l'appeler un champ, une accélération de pesanteur. Donc, ce qui montre, donc remarque, je vais mettre une remarque ici très importante. G est souvent dit accélération de pesanteur. Accélération de pesanteur. Et on va l'exprimer en mètres secondes moins 2. Deuxième chose très très importante, regardez que cette grandeur cinématique, c'est-à-dire l'accélération, elle est indépendante de la masse de la bille. C'est-à-dire, si on est dans les conditions d'une chute libre, on peut faire tomber d'une hauteur h quelconque un éléphant et une fourmi, ils peuvent arriver au sol dans le même temps. C'est un petit peu une chose très touchante. Donc, deuxième chose, AG est indépendant de la masse de la bille. Et si AG est indépendant de la masse, on va voir que toutes les grandeurs cinématiques, elles aussi, seront indépendantes de cette grandeur. Bien. Maintenant, essayons de voir un petit peu une chose très importante qui va vous mettre en parallèle avec un cours très intéressant de mathématiques, c'est l'intégration. Et voir un petit peu à quoi il est bon, il est intéressant de faire attention au cours des maths en sciences physiques. Donc, pour déterminer les autres caractéristiques cinématiques, à savoir par exemple le vecteur vitesse, nous devons utiliser la relation qui existe entre les deux vecteurs. La relation est la suivante, vous la connaissez très bien, j'espère, que AG, dans le référentiel terrestre qu'on a défini, c'est la dérivée de VG sur dt. J'insiste sur qu'on dérive dans notre repère. Donc, pour trouver VG, il se fait de trouver la fonction réciproque. Donc, si par une intégration, je peux déduire facile VG égale à quoi? C'est l'intégrale de AG. Mais avant d'intégrer ça, il faut faire attention à une chose très importante. Nous, on va travailler dans le cadre un petit peu limité quand on va supposer que G, il est uniforme. Donc, je veux supposer que G, il est uniforme. Si G, il est uniforme, je peux écrire l'intégration de la dernière fonction. Ça permet d'écrire la relation suivante. Bien sûr, ici, on suppose que G est uniforme.
Chose qui est vérifiée expérimentalement, en tronc commun, on vous a déjà dit, et vous devez le connaître, que G, il dépend de la latitude du lieu et il dépend de l'altitude par rapport au niveau de la mer. Mais avec des latitudes pas très grandes, relativement petites, on peut négliger les variations de G. Et par suite, le supposer uniforme. Donc, notre intégration sera justifiée dans le cas où G est uniforme. C'est la chose qu'on va supposer vraie jusqu'à la fin de notre séance, au moins. Bien. Avec cette expression-là, on peut se demander quelle est la nature du mouvement de notre corps. Et ici, j'aimerais bien rectifier une chose ou bien souligner un truc très très important. Souvent origine d'erreur pour les élèves. Qui dit que chaque fois que le vecteur accélération est constant, alors le mouvement est rectiligne uniformément varié. Vous allez voir que ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours. Tout ça dépend du vecteur V0. Donc, la seule conséquence que je peux tirer de la dernière formule, que je peux dire que mon mouvement, c'est un mouvement plan. Donc, ce que je peux déduire de cette expression, c'est dire que le mouvement de centre de masse de la bille, c'est un mouvement plan. Et il est dans le plan engendré par les vecteurs G et V0. Donc, on peut dire que le mouvement de G, centre de masse, G ça veut dire centre de masse de la bille, est un mouvement plan. Dans le plan formé par V0 et G. Par les deux vecteurs V0 et G. Mais regardez notre titre. Nous, on s'intéresse aux chutes verticales, c'est-à-dire à un mouvement rectiligne. Donc, il y a une condition très importante à imposer au vecteur V0 pour avoir un mouvement vertical. Donc, on va travailler. Donc, la chose que je veux faire, c'est que notre travail dans le chute libre vertical, on suppose, donc, dans la suite, on suppose que V0 et G sont collinéaires. Sont collinéaires. C'est-à-dire, on aura un mouvement de chute libre avec ou sans vitesse initiale. Ce mouvement-là peut se faire de deux façons suivantes. Donc, à partir d'une hauteur donnée, d'un point donné, par exemple, que je veux choisir comme origine d'axe, je peux faire lancer un corps vers le bas avec une vitesse V0. Dans ce cas-là, le vecteur, on sait bien que G, il est toujours vers le centre de la Terre. Regardez, dans ce cas-là, V0 et G, ils sont collinéaires. Si vous prenez un instant quelconque, T, un même point M, le vecteur G, accélération, AG, c'est G, et le vecteur vitesse, ils sont collinéaires. Et le vecteur vitesse, ils sont collinéaires. C'est-à-dire, on a le produit scalaire AG, scalaire V, G, et il est supérieur à 0. Donc, on est devant une situation d'un mouvement rectiligne uniformément varié, qualifié d'accéléré. Ou bien, on peut y avoir la situation suivante. On va lancer à partir du sol ou bien d'un point de la surface de la Terre un solide de forme aérodynamique dense avec une vitesse initiale verticale V0. Ici, à un instant donné, on a un point M. Le vecteur accélération, il est comment? C'est toujours G. C'est toujours G.
Voilà le vecteur accélération. Ici, le vecteur vitesse, à cet instant-là, peut être de dans deux cas. Dans un premier temps, c'est l'expérience, on peut faire l'expérience suivante. Si je sais un corps, donc il y a une phase de montée. Dans la phase de montée, donc ici c'est la phase de montée. On a quoi? On avait G scalaire AG, il est comment? Il est inférieur à 0. Donc le mouvement, ça sera un mouvement retardé. Et dans le cas de la descente, comme on va voir dans un exercice d'application, la descente, phase de la descente, nous aurons VG et AG dans le même sens. On va retomber dans cette situation-là et on aura un mouvement accéléré. Ici, ça sera positif et ici, ça sera négatif. Donc, arriver toujours à l'équation vecteur-position de vecteur, ça nécessite une intégration de notre équation, la deuxième équation de la vitesse. Donc, je vais faire l'intégration de cette équation toujours en travaillant dans cette situation-là, en supposant que V0 et G sont collinéaires. Dans le cas où ils ne sont pas collinéaires, ça sera le thème de la leçon prochaine. Donc, dans la leçon prochaine, on traitera le cas d'un mouvement d'une particule ou bien d'un projectile dans le champ de pesanteur qu'on va supposer uniforme. C'est ce qu'on va traiter dans la leçon suivante. Mais maintenant, intéressons-nous à notre cas particulier selon lequel on a la vitesse V0 et G sont collinéaires. Et trouvons l'équation horaire de mouvement. Donc, prenons par exemple, pour étudier ça, un axe de projection pour projeter la deuxième loi de Newton. Choisissons l'axe OZ vers le haut. Donc, si mon axe est orienté vers le haut, je peux écrire facilement que AG, c'est moins G. Donc, le vecteur unitaire qui oriente mon axe, ça sera K, et le vecteur G qui sont dans le sens opposé. Intégrant cette équation, ça permet d'écrire que VG est également GT plus V0. Donc, V0, ici, ça sera une valeur algébrique. Donc, supposons par exemple qu'on va lancer notre corps avec une vitesse initiale V0 vers le haut. Donc, ici, V0, ça sera positif. Si par hasard, on va lancer de l'altitude qui est différente du sol vers le bas, et l'axe OZ orienté vers le haut, donc V0, ça sera négatif, comme composant. Donc, c'est une valeur algébrique. Donc, intégrant par la suite, pour trouver la position ZG, ça sera, c'est moins 1,5 GT au carré, plus V0T, plus Z0. Donc, ici, regardez, très important. Notre problème, c'est un problème aux valeurs, aux limites. Il est régi par une équation différentielle. Ça, on peut l'écrire sous forme d'une équation différentielle. AG, ça veut dire quoi? Ça, c'est équivalent à d de VG sur dt est égal à G, est égal à moins G. C'est une équation différentielle. L'intégration de cette équation différentielle, bien sûr, elle doit prendre en considération des conditions initiales. Bien. Donc, ici, maintenant d'exploiter tous ces résultats sous forme d'un petit exercice d'application. Sous forme d'un petit exercice d'application. Donc, regardons notre exercice d'application. On demande quoi dans cet exercice? Quelles sont les données? Lisons l'énoncé. Parce que pour répondre à un problème physique,
une chose qui est très très importante, c'est le texte. Et dans le texte, on peut trouver jusqu'à 63% de réponses si on arrive bien à lire l'énoncé et à bien comprendre de quoi s'agit-il. Et sans comprendre de quoi s'agit-il, on arrivera très très bien à situer notre problème dans le cadre de notre cours. Donc, notre exercice, c'est quoi? On lance verticalement vers le haut, à partir d'un point haut sur le sol. Donc, d'un point haut sur le sol, on va lancer une bille qu'on va supposer dense. Comme on a déjà dit dans notre cours, pourquoi dense? Donc, vous devez savoir pourquoi dense. Assimiler un point matériel, c'est-à-dire on va réduire ses formes. Donc, ces deux choses-là, ça va nous permettre de négliger deux forces qui est, la première, c'est la poussée d'Archimède, la deuxième, c'est la réaction de l'air. Donc, c'est ce qui va nous permettre de dire que notre corps passera en mouvement de chute libre de masse m avec une vitesse initiale v0 est égale à 10 mètres secondes moins 1. Donc, quelle est la nature de mouvement de la bille? Déterminer l'instant où la bille atteint son altitude maximale. Bien sûr, il va monter, c'est un mouvement ascendant. Vous pouvez toujours imaginer la situation. Lorsqu'on est en train de résoudre un exercice de mécanique, il faut toujours faire un effort à imaginer la situation mécanique comme il se déroule dans la nature. Ça nous aide beaucoup à savoir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Donc, on vous demande l'instant où la bille atteint son altitude maximale. Qu'on déterminera, il faut déterminer cette altitude en fonction des données, bien sûr, de l'exercice. Et la troisième question, on vous demande la durée, l'instant de retour de la bille au sol et la vitesse avec laquelle elle touchera le sol. Donc, notre bille, dans ce mouvement-là, c'est un mouvement. Et là, il aura deux phases. Une phase ascendante et une phase descendante. Et les deux phases, ils sont tous appelés chute libre. Parce qu'ils se font uniquement avec le sens, avec la seule force qui est le poids. Et ici, on doit corriger un petit peu une idée généraliste chez les gens, que la chute est toujours, on qualifie le mouvement de chute lorsqu'on le fait de haut vers le bas. Alors que de bas vers le haut, lorsque c'est l'effet de poids, c'est une chute. Donc, on doit se distinguer des autres, des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas d'informations physiques, des sciences physiques, et surtout de la mécanique. Donc, à la question, toujours devant une question pareille, la nature de mouvement, nous devons penser à la deuxième loi de Newton. Nous devons penser à la deuxième loi de Newton. Donc, nous devons développer une très bonne habitude dans nos réponses. Et comme le disait Révoulet, un grand philosophe et épistémologiste, je veux citer sa parole. Elle dit que les méthodes sont les habitudes de l'esprit, des économies de la mémoire. Donc, je dis, dans tous les exercices, dans tous les chapitres qu'on traitera en mécanique, nous serons toujours affrontés devant cette question-là. Donc, nous devons développer dès maintenant une astuce que, devant la question, quelle est la nature du mouvement, le premier réflexe qu'on doit faire, c'est aller voir la deuxième loi de Newton. Et pour aller voir la deuxième loi de Newton, nous devons respecter quelques décors. Je dis quelques décors pour nous. Donc, on va supposons que le référentiel terrestre est galiléen. La bille est sous son poids uniquement parce qu'on a supposé qu'elle est dense et qu'elle est un point matériel, c'est-à-dire la réaction de l'air et la poussée d'Archimède, ils sont négligeables. Et on va voir dans la partie suivante, dans le deuxième paragraphe de notre cours, on ne va pas négliger ces deux forces. Donc, d'après la deuxième loi de Newton,
j'insiste sur un point très important. Nous aimerons voir un petit peu une certaine rédaction un petit peu correcte sur les copies de nos élèves, qui montre qu'ils ont bien compris ce qu'ils sont en train de faire. Et pour éviter un petit peu une bêtise un petit peu, quelquefois, avec laquelle le premier des erreurs, c'est répondre par l'habitude aux questions. Donc, la deuxième loi de Newton, ça va nous donner P égale à quoi? MA. Regardez ici, je peux mettre AG comme je peux mettre uniquement A. Parce que j'ai supposé que ma bille il est assimilée à un point matériel. Et je vous demande, est-ce que vous pouvez me donner la définition qu'est-ce qu'un point matériel? Qu'est-ce qu'un point matériel? Pensez à cette question-là. Que veut dire un point matériel? Donc, mon point matériel, déjà, je vous aide un petit peu le point. Le point de vue mathématique, c'est une créature sans dimension. Matériel, c'est de la matière. Donc, impossible de mettre de la matière dans le vide, dans une dimension nulle. Mais, on peut dire, dans un premier temps, que le point matériel, c'est un corps dont les dimensions sont très petites vis-à-vis de l'expérimentateur, ou bien de la distance à partir de laquelle on étudie. Mais la bonne définition d'un point matériel, c'est un solide ou bien c'est un corps matériel qui ne peut pas présenter de mouvement de rotation propre. Il ne peut pas avoir de mouvement de rotation propre, c'est-à-dire que tous ces mouvements sont toujours des mouvements de translation. Bien, remplaçant P par son expression, on aura d'où, on peut simplifier rapidement nos écritures, on aura A est égal à AG. Donc, projetons cette relation suivant OZ. L'axe OZ, il est choisi, orienté vers le haut. Donc, si cet axe-là n'est pas donné, on aura le choix de choisir son orientation. Mais si on nous impose une orientation, nous devons la respecter. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A égale à moins G. La vitesse initiale, elle est comment? Elle est collinéaire avec G. Donc, je suis dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément varié, comme on vient de le dire dans notre cours. Donc, le mouvement de la bille est un mouvement rectiligne uniformément varié. Chose qu'on a déjà vue dans la première leçon. Pourquoi on dit que c'est un mouvement rectiligne uniforme? Il est suivant une direction verticale. Et le vecteur accélération, c'est un vecteur constant. Parce qu'on va supposer que G, c'est un champ uniforme. Je l'ai déjà mentionné dans mon cours que dans tout le cours, à part une indication contraire, le vecteur G sera toujours considéré comme un vecteur uniforme. Bien. Maintenant, regardons la deuxième question. On vous demande de déterminer l'instant de la bille où la bille atteint son altitude maximale. Ça veut dire, pour déterminer cet instant-là, nous devons choisir un instant initial. Donc, nous devons choisir une origine de temps. Nous devons choisir une origine de temps. Donc, pour faire la deuxième question, donc on choisit l'instant de lancement de la bille comme l'instant initial. Et O, l'origine de mon repère. Repère d'espace. Donc, parce que pour intégrer, nous devons connaître ces deux situations-là. L'instant initial et la position initiale. Donc, d'après la dernière question, la question précédente, on a A est égal à moins G. Donc, on a A égale à moins G, d'où
V égale à moins gt plus V0. Donc, par intégration, on obtient l'expression de la vitesse de la bille. V est égal à moins gt plus V0. Donc, comment on peut exploiter cette équation pour trouver l'instant où la bille atteint l'altitude maximale? À votre avis, pourquoi la bille il va retomber? Pourquoi il va changer de sens de mouvement? Donc, en montant, sa vitesse diminue petit à petit. À partir d'un certain point, il va s'annuler. Et à partir de ce point-là, il va faire un chemin dans le sens contraire. Il va vers le sol. Donc, pour trouver cet instant-là, où la bille atteint son altitude maximale, donc, à l'altitude maximale, max, on a V est égal à 0. Donc, d'où T, ça sera quoi? C'est V0 sur G. Et on peut faire une petite application numérique, puisqu'on connaît la vitesse V0 et G. T, ça sera V0, c'est 10. G, c'est 10, donc ça sera 1 seconde. Donc, notre bille atteint son altitude maximale au bout d'une seconde. Donc, la question, il porte encore un deuxième volet. On n'a pas fini de répondre à la question 2. Donc, il faut faire attention toujours lorsqu'on lit les questions d'un exercice. Il peut y avoir plusieurs parties, plusieurs volets sur une question. Donc, on doit déterminer l'altitude maximale. Pour déterminer l'altitude maximale, ici, on a amené à intégrer l'expression de la vitesse. On sait que V, c'est quoi? C'est d de z sur dt. D'où z, ça sera quoi? Moins 1 demi. Gt au carré plus V0t plus Z0. Donc, il se fait de terminer Z0. Donc, c'est pour cela qu'on a dit qu'on va choisir le point O comme origine de non-repère. Donc, à t est égal à 0. La bille, il est où? Où est-ce qu'il est la bille? La bille, elle est en haut. Ça veut dire quoi? Que z pour t est égal à 0, ça sera z de haut, de point O, et qui est égal à 0 parce que c'est l'origine de mon repère. Donc, du coup, j'obtiens quoi? Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir la chose suivante, que Z, à un instant donné, c'est-à-dire la position de ma bille à un instant donné, ça sera, c'est moins 1 demi, G, T au carré, plus V0, T. Donc, pour trouver l'altitude maximale, Z max, je connais le temps de la montée. Ça, c'est le temps de la montée. C'est le temps au bout de laquelle la bille atteint sa valeur, son altitude maximale. Donc ici, je peux ajouter ça, c'est le temps de la montée. Que je peux noter par exemple un Tm. Donc, Zm, d'où Z max, ça sera Z pour T égale à Tm, ça sera quoi? Moins 1 demi, G, T au carré, Tm au carré, plus V0 T, M. Tout calcul fait, ça va me donner quoi? Si vous remplacez Tm par son expression, vous aurez ça sera G sur 2 V0, donc je remplace doucement. Donc ce sera moins 1 demi G V0 au carré sur G carré plus V0 carré sur G. Donc ça va nous donner
V0 carré sur 2G. Ça sera V0 carré sur 2G. Je vais simplifier par un G ici. J'aurai du dénominateur, j'aurai V0 carré sur G. Donc ici, une chose très importante encore. Zmax, l'altitude maximale atteinte par un solide en chute libre, elle est indépendante de sa masse. Une autre chose, le temps caractéristique d'une phase de mouvement, elle est indépendante de sa masse. Ça, on l'a déjà dit lorsqu'on a dit que G, que le vecteur d'accélération de notre solide en chute libre, elle est indépendamment de sa masse. Donc la donnée de la masse, dans cet exercice-là, c'est pour vous donner une autre question à la suite de cet exercice. Bien, Zmax, c'est V0 carré sur 2G. Bien. Arrivons, donc on a fini la deuxième question. Dans la deuxième question, on nous a demandé le temps au bout duquel la bille atteint son altitude maximale. Et on l'a trouvé. Et on nous a demandé encore de trouver l'altitude maximale. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est la question 3. Qu'est-ce qu'on demande dans la question 3? On demande quoi? L'instant de retour de la bille au sol et la vitesse avec laquelle elle touchera le sol. Donc, c'est des choses qu'on peut déduire rapidement. Maintenant, on connaît nos équations horaires. Maintenant, on connaît bien nos équations horaires qui régissent le mouvement. Ça veut dire cette équation-là. Cette équation-là, ça nous permet de déduire rapidement, de répondre à la question 3. C'est quoi la question 3? Bien, déterminer l'instant de retour. Qu'est-ce que ça veut dire retour? Si la bille retombe, touche le sol, si la bille est sur le sol, ça veut dire quoi? Que Z est égal à 0. Donc, que son ordonnée, Z est égal à 0, il est en haut. Résolvons l'équation précédente, Z est égal à 0. Ça veut dire quoi? Moins 1 demi G T au carré plus V0 T égale à 0. Ce qui est équivalent à quoi? Je factorise avec T. Ça sera quoi? Moins G sur 2 T plus V0 égale à 0. Donc, ici, on peut bien remarquer qu'on a une équation de deuxième degré qu'on peut résoudre par le discriminant. Mais il est conseillé de factoriser par T pour voir un petit peu que c'est facile de trouver les solutions. Donc, ça est équivalent à quoi? T est égal à 0. Et T est égal à quoi? Et T est égal à quoi? Est égal à 2V0 sur G. Donc, on a ici deux racines, deux solutions. Physiquement, qu'est-ce que ça signifie? La première, T est égal à 0. Ça correspond à quoi? Ça correspond à l'instant de démarrage, de lancement. C'est l'instant de lancement. Ça, c'est l'instant de lancer le lancement. Et la deuxième solution, c'est 2V0 sur G. C'est l'instant qui nous intéresse. Ça, c'est le temps. C'est l'instant où la bille qui correspond au retour de la bille sur le sol. Bien. Donc, une petite remarque. Regardez, comparez ce temps-là que je vais noter par exemple TS, retour au sol. Quelle remarque on peut faire en observant l'expression de TS et TM? Si on observe ces deux instants-là, on peut remarquer une chose très importante, que TS est égal à quoi? 2TM. Ça veut dire quoi?
que le temps de la montée et le temps de la descente ils sont identiques. Que la bille, pour faire ce parcours-là, partir de haut jusqu'à son altitude maximale, il va faire un temps, T1. En retournant à la position, on va faire le même temps. Donc le temps caractéristique d'un mouvement de chute libre, encore ici, il est indépendant de temps, indépendant pardon, de la masse du corps. Il dépend uniquement de la vitesse initiale et de l'accélération de pesanteur G. Et comme application à ça, ça sera une petite expérience qu'on peut monter pour déterminer G. Pour déterminer G, l'accélération de pesanteur en a lieu, on a une petite expérience, on peut exploiter cette expérience-là, ce petit exercice pour déterminer G. Connaissant la vitesse initiale, calculant un temps expérimentalement, on peut déduire la valeur de G. Chose qui n'est pas gratuite ou bien qui n'est pas simple. C'est quelque chose qui est très très important. Bien. Donc, avec cet exercice-là, on arrive avec cette question, on arrive à la fin de notre paragraphe. On arrive à la fin de notre paragraphe. Deuxième paragraphe, c'est quoi? On va voir le mouvement de chute verticale avec frottement. Le deuxième paragraphe. Le mouvement de chute verticale avec frottement. Bien. Ici, dans ce paragraphe-là, on ne va pas négliger aucune force dont on a parlé au début de notre cours. C'est-à-dire, on va tenir compte de la poussée d'Archimède, on va tenir compte de la poussée d'Archimède et de la résistance de l'air. Et une chose qui est très importante, les forces de frottement, c'est des forces qui obéissent à une modélisation mathématique, à une expérimentation. Donc, une chose que vous devez admettre, on va admettre une chose très importante, on admet que les forces de frottement exercées par un fluide sur un solide qui s'émeut, c'est-à-dire que le solide il est en déplacement dans le fluide, ou bien le fluide il est en déplacement, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement relatif. Donc, exercé par un fluide sur un solide qui s'émeut, s'écrit de la forme suivante. Bien sûr, c'est la forme suivante, pardon. F, ça sera, c'est moins une constante v à la puissance n, un vecteur unitaire. Donc, on admet que les forces de frottement exercées par un fluide sur un solide qui s'émeut s'écrit sous la forme suivante. F est égal à moins k v à la puissance n u. Avec k, c'est une constante positive. Constante positive. Qui dépend de quoi? Il dépend de solide, de la forme du solide et du fluide. C'est-à-dire, il dépend de sa viscosité, qui est une grandeur caractéristique
caractéristiques de fluide qui dépendent de ces conditions de température et de pression. Donc, la forme de solide et de fluide. V, c'est la vitesse de centre de masse de solide. Vg, c'est la vitesse du centre de masse du solide. Et n, c'est un réel positif. U, c'est un vecteur unitaire. Vecteur unitaire qui oriente le mouvement. Ça veut dire quoi? U, c'est quoi? C'est le vecteur vitesse sur la norme de vecteur vitesse. Bien. Ici, la valeur de n, elle dépend de la vitesse relative de ce fluide par rapport au solide et inversement. C'est-à-dire, elle dépend de la vitesse Vg. Donc, on peut distinguer deux cas très importants. Un cas où les vitesses sont très faibles et un cas où les vitesses sont relativement grandes. C'est par rapport à une limite qui dépasse un peu le cadre de notre cours que je ne vais pas citer ici. Mais regardez, on va voir deux cas très importants, on va étudier deux cas très importants. Le cas où n est égal à 1, où n est égal à 2. Bien. Donc, supposons maintenant, on va faire l'étude expérimentale ou bien l'étude théorique. On va voir l'application de la deuxième loi de Newton à la chute d'une bille dans un liquide caractérisé par un coefficient de viscosité donné. Bien. Comment? Quelle est la nature de mouvement de cette bille? Donc, pour ce faire, on va choisir un axe, un repère du tube, c'est le repère terrestre, donc qu'on va orienter vers le bas. Ici, je l'oriente dans le sens de mouvement de la bille. Donc, au cours de mouvement de la bille, il doit subir quoi? Ici, on a un fluide, un liquide. Donc, dans ce liquide-là, la bille, il subit quoi? L'effet de quoi? De trois forces. Il y a le poids, son poids. Il y a quoi d'autre? La bille, elle descend, elle tombe de haut vers le bas. Donc les forces de frottement, elles sont toujours dans le sens contraire de mouvement. Voilà la représentation de la force de frottement. Super. Et la poussée d'Archimède, comme on l'a déjà dit dans le premier paragraphe, je le rappelle, c'est une force qui est toujours vers le haut, dans le sens contraire de poids. Donc voilà la poussée d'Archimède. J'espère que les schémas sont clairs. Donc faites attention. Ici, une chose très importante, je veux représenter ces résultats des forces à partir du centre de masse de la bille. Alors que normalement, la poussée d'Archimède, elle est appliquée dans un point. Là, un point d'application, c'est le centre de poussée. C'est un problème, c'est un petit détail qui ne nous intéresse pas pour l'instant dans le cadre de notre cours. Bien, pour étudier le mouvement de la bille, on peut suivre son mouvement par une caméra et traiter un petit peu les vidéos. Mais le temps ne nous permet pas de faire ça. Donc, le mouvement de la bille, il va se faire de haut vers le bas sous l'effet de ces trois forces. Pour étudier la nature de mouvement, comme je l'ai dit dans l'exercice d'application, on doit appliquer la deuxième loi de Newton.
Donc l'application de la deuxième loi de Newton nécessite que notre repère soit galiléen. Ça, je le répète maintes fois. Donc, notre repère, il est galiléen. Appliquons la deuxième loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'on aura? On aura P plus F A plus petit f est égal à MAG, que je peux écrire MD de VG sur DT. Bien, comme on a vu dans la première leçon, une fois qu'on écrit la deuxième loi de Newton, on doit penser à la projeter. Il faut faire une projection. Donc, il faut choisir convenablement les axes de projection. Le mouvement, il est vertical. Je veux me limiter à la projection suivant Z. Donc, si je projette, regardez très très bien. P, elle est orientée dans le même sens que l'axe OZ. Donc, dans la projection, ça sera quoi? MG. C'est MG. Regardons la force de frottement. Dans ce cas-là, elle est vers le haut. Il est dans le sens contraire de OZ. Donc, ça sera moins KV à la puissance N. Attention à ce moins-là. C'est ce moins-là qui me permet de représenter cette force comme ça, dans le sens que je mets sur ma figure. La force de la poussée d'Archimède, on a déjà dit que c'est quoi? Elle est dans le sens contraire de P et elle est égale à M'G. Égale à quoi? MD de VG sur D. Donc, que je peux transformer facilement sous la forme M d de VG sur dt égale à quoi? Plus kV à la puissance n égale à quoi? M, je vais mettre G facteur de M moins 1 prime. Ici, je dois éclaircir quelques données. M, c'est quoi? C'est la masse de la bille que je peux écrire sur la forme M, c'est ρ fois V. Ça, c'est la masse volumique du solide. M', c'est quoi? C'est la masse du fluide déplacé, c'est-à-dire de liquide déplacé. Donc, M', ça sera quoi? C'est ρ du fluide, que je vais noter F, ou bien N liquide, fois V fois G. Et le V ici, que j'écris un peu différemment avec le vecteur vitesse. Ici, ils vont mettre VG. Ça, le V ici, c'est le volume de la bille. Pourquoi le volume total de la bille? Parce que la bille il est totalement immergée dans le liquide. Mon liquide que je peux être par exemple de l'eau. Donc, mon équation différentielle va devenir comment? Ça va devenir d de Vg sur dt plus k sur n, Vg à la puissance n égale à quoi? C'est g facteur de m. Donc, je peux simplifier directement. Ça sera 1 moins 1' sur m, que je peux écrire, c'est ρf sur ρ. Et ρ ici, c'est la masse volumique. La masse volumique de la bille. Ça, c'est la masse volumique du fluide. Donc, l'intégration de cette équation différentielle, c'est un travail des mathématiciens.
Mais nous, on va l'intégrer dans des cas particuliers. Donc, premier cas, si n est égal à 1. Le n est égal à 1 et il correspond au cas où la vitesse relative de S de solide de la bille par rapport au liquide est relativement faible. C'est un cas très important parce qu'il va nous rappeler une partie de notre cours déjà vu dans le premier semestre, surtout au cours d'électricité. Donc notre équation différentielle devient quoi? D de Vg sur dt plus K sur n Vg est égal à G facteur de 1 moins ρ fluide sur ρ de notre solide. J'ai remplacé un prime et un par leurs expressions. Bon, F, ça c'est F. Et pour simplifier un petit peu, je note ρ0 pour que ça sera très simple à écrire. ρ0, je mets ρ0, c'est la masse volumique de fluide. Voilà notre équation différentielle. Je dis bien que cette équation-là, il est analogue à la charge d'un condensateur à travers un conducteur ohmique par un générateur de tension continue. Elle est équivalente à quoi? Aussi, il est équivalent à l'établissement d'un courant dans une bobine. Donc, tout ce qu'on a fait sur la charge de condensateur et l'établissement de courant peut être rappelé dans cette situation-là. Et ce qui fait un peu la beauté du programme de l'année terminale. Il y a des trucs très très importants qu'on traite dans différentes méthodes. Avec le même modèle mathématique, on peut traiter plusieurs phénomènes physiques en électricité, maintenant en mécanique, et sachez bien que c'était le cas qui existait un petit peu dans certaines réactions chimiques au cours de la première leçon sur la cinétique chimique. Bien. Donc, intégrons notre équation différentielle. Donc, pour simplifier un petit peu la notation, notons, on pose, par exemple, grand A, ça sera quoi? K sur 1. Et B, c'est G facteur de 1 moins ρ0 sur ρ. Et pour exploiter un petit peu nos connaissances, la solution, l'équation, ça devient Vg, d de Vg sur Vd, plus A Vg égale à quoi? C'est B. L'intégration de cette équation-là, c'est un cas très très simple. C'est sa solution. Donc c'est une équation différentielle de premier degré, linéaire. Équation différentielle du mouvement. C'est-à-dire vérifiée par la vitesse de centre de masse de la bille. Donc sa solution est de la forme. Donc je dis bien que je vais exploiter ce qu'on a vu déjà sur le condensateur et sur la bobine. Donc ça sera Vg de T, ça sera alpha facteur de 1 moins exponentielle T sur O. Donc, résoudre cette équation différentielle-là, c'est déterminer les constantes alpha et tau. Donc, alpha, ça se détermine facilement. Prenons ici la limite de cette expression lorsqu'elle tend vers l'infini. Donc, si on prend la limite, Vg, c'est t tend vers plus l'infini, ça donnera alpha. Et qu'est-ce que ça veut dire la vitesse? Il y a une vitesse limite.
c'est-à-dire la vitesse finale avec laquelle la bille ne va plus évoluer. Regardez ici, à t est égal à l'infini, c'est-à-dire on arrive à un régime permanent. Qu'est-ce que ça veut dire la vitesse finie? C'est égal à une constante. Ça veut dire que la vitesse ne change plus. Revenons à notre équation différentielle. Si on prend en compte que Vgt est égal à une constante, qu'est-ce qu'on aura? La dérivée première, ça sera 0. Donc, on aura le alpha qui est égal à Vn, sur ce qu'on appelle la vitesse limite. Ce qu'on va appeler par la suite, c'est la vitesse limite, et qui sera égal, qu'on aura obtenu, et qui sera obtenu en régime permanent. Ça veut dire que Vl, ça sera C-B sur A. Pour trouver taux, donc on peut utiliser l'équation dimensionnelle. Ou bien on peut utiliser la méthode classique qu'on a vue en électricité, c'est dériver et remplacer dans l'équation différentielle. Si on dérive et on remplace dans notre équation différentielle, Vg égale alpha facteur de 1 exponentielle moins t sur taux, d de Vg sur dt, ça sera quoi? Alpha sur taux exponentielle moins t sur taux. Si je remplace dans mon équation différentielle, j'aurai quoi? Alpha sur taux exponentielle de moins t sur taux plus A alpha moins A exponentielle moins t sur taux égale à quoi? AB. Donc il manque. Bien. C'est bon? Alpha, donc si je dérive, c'est alpha t sur taux. Oui, c'est bon. Plus je développe directement A alpha plus A alpha. Il manque alpha ici. Oh oui. Donc je factorise par alpha exponentielle moins t sur taux. Qu'est-ce que ça va me donner? 1 sur taux moins A égale à quoi? AB moins alpha A. Donc, l'égalité de ce terme oblige que taux, c'est quoi? C'est 1 sur A, et le alpha, on retrouve le alpha, c'est B sur A. On retrouve ce qu'on a déjà dit sur la vitesse limite. Les variations de cette vitesse en fonction de temps, les variations de cette vitesse en fonction de temps, elles ont l'allure suivante. Donc ça, c'est la vitesse limite que je peux exprimer en remplaçant K et 1 par les expressions. Donc ça sera G facteur de 1 moins ρ0 sur ρ sur quoi? A sur K, donc mg. Donc, ça c'est la vitesse limite, ça c'est Vg en fonction de temps. Et toute l'histoire que vous connaissez en électricité peut se répéter ici. C'est vous tracez la tangente à cette courbe. À l'instant t est égal à 0, et si vous projetez l'intersection de cette tangente avec la valeur asymptotique, vous aurez la valeur taux. Et si vous multipliez la valeur limite par 0,63, et vous cherchez l'intersection avec la courbe, l'abscisse, ça sera taux. Bien. Quelle est l'application de ce cas-là? C'est un cas, par exemple, qu'on peut trouver très applicable dans le mouvement des parachutistes. Si on, ou bien un cas où les frottements, les frottements ne sont pas
la vitesse, pardon, n'est pas très grande. Donc, le deuxième cas qu'on va traiter, c'est n est égal à 2. Ce cas-là, il est obtenu pour les vitesses, pour des vitesses légèrement grandes. D'ici grande, d'ici petite, il y a quelque chose qui est absent un petit peu, qu'on ne déclare pas ici. Ce n'est pas notre cas. Ça ne nous intéresse pas dans notre cours pour aujourd'hui. C'est un thème que vous traiterez dans les enseignements supérieurs. Pour n est égal à 2. Donc la force de frottement, ça sera modélisé par kV carré. Donc notre équation différentielle, que devient-il? L'équation différentielle de mouvement vérifiée par Vg, soit d de Vg sur dt plus k sur m Vg au carré égale à quoi? G facteur de 1 moins rho 0 sur rho. Ou bien d de Vg sur dt plus avg carré égale AB. L'intégration de cette équation, ça ne paraît pas évidente. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on la voit en physique. Donc, comme vous avez appris en cours de mathématiques, il y a plusieurs méthodes qui permettent de faire l'intégration de ces équations différentielles. Parmi ces méthodes, il y a une méthode numérique très importante, dite la méthode d'Euler. C'est ce qu'on va adopter pour résoudre cette équation. Mais je vous demande de chercher. Avec un petit changement de variable, on peut arriver à intégrer cette équation-là pas difficilement. J'espère que je vais le traiter dans un exercice d'application. Je vous montrerai cette méthode, analytiquement, sans faire la méthode d'Euler. Donc, la méthode d'Euler, elle est reposée sur quoi? C'est une méthode de résolution de proche en proche. C'est une méthode de résolution de proche en proche. Donc, pour résoudre cette équation, on utilise la méthode d'Euler. Et faites attention. Il ne faut pas jamais croire que la méthode d'Euler est réservée pour cette équation. On peut même l'utiliser pour le cas précédent. Donc, la méthode d'Euler, c'est une méthode de résolution numérique des équations différentielles, indépendamment de la forme de l'équation différentielle. Donc, bien, avant d'adopter cette méthode, j'aimerais bien éclaircir quelques domaines. Qu'est-ce que ça veut dire l'accélération AG? C'est quoi? C'est d de Vg sur dt. C'est quoi? Si la vitesse de g à un instant t plus dt, moins v de g à un instant t, sur t plus dt, moins t. Qui veut dire quoi? Que Vg à l'instant t plus dt peut être écrite sur la forme, c'est v de g à l'instant t plus ag à l'instant t fois d de t. Donc, je peux déterminer la vitesse d'un solide, ou bien du centre de masse d'un solide, à un instant antérieur, connaissant la vitesse à un instant avant. Multiplié par le vecteur accélération, ce qui est la variation, multiplié par un temps delta t, qu'on va appeler par la suite le pas de la méthode d'Euler.
Donc, et pour simplifier un petit peu nos écritures, donc le delta t, normalement ici, il est infinitésimement petit. Nous, on peut le prendre à notre échelle avec des fractions de seconde. Je pose ici, c'est delta t. Si je pose ici, c'est delta t. Et je pose ici, c'est delta t. Et ça sera, le delta t, c'est ce qu'on appelle le pas d'Euler. Donc, bien, tenons compte de ça. Voilà la règle générale. Et prenons notre équation différentielle. Donc, à partir de l'équation différentielle, je peux tirer AG. C'est quoi? C'est d de VG sur dt. Ça sera B moins A VG à l'instant t au carré. Voilà l'expression de A. Intégrons-le dans l'équation différente, dans l'expression de la vitesse à l'instant t. VG à l'instant t plus delta t, ça sera quoi? Ça sera VG à l'instant t plus B moins A VG à l'instant t au carré fois delta t. Donc, supposons par exemple, que quand t est égal à 0, on a la vitesse Vg, c'est V0, qui peut être nulle ou bien différente de 0, peu importe. Vg, qui peut être nulle ou non. Donc, un instant T1. À T1. Le T1, comment je vais l'écrire? Je vais l'écrire, c'est 0 plus delta T. C'est-à-dire avec un pas d'Euler. Comment je vais écrire l'expression de Vg à l'instant T1 que je vais noter V1 pour simplifier l'écriture? Ça sera quoi? Je vais appliquer ça. Ça sera V0 plus B facteur de A V0 au carré fois delta T. Comment je vais déterminer la vitesse à un instant ultérieur, à l'instant T2? Le T2, je vais le prendre, c'est T1 plus delta T. Ça sera VG à l'instant T2. Que je vais noter V2, ça sera, j'applique toujours cette formule, ça sera V1 plus B facteur de A moins V1 au carré fois delta T. À un instant T3, qui est égal à T2 plus delta T, la vitesse Vg à cet instant, ça sera noté V3 et ça sera V2 plus B moins A V2 au carré delta T. Regardez, de proche en proche, je peux déterminer la vitesse à un instant donné. Et la précision de la méthode sera très bonne chaque fois que le pas il est très très court, très petit, au possible. Il est très réduit au possible. Donc, les valeurs obtenues peuvent être traitées dans un tableau Excel et peuvent être interprétées sous forme d'une courbe. Donc, j'espère de faire ça dans un exercice d'application. Si on continue à faire la démarche précédente, on peut tracer les variations de la vitesse Vg en fonction de t. Et on peut arriver à un résultat un petit peu très important que la courbe il a l'allure suivante. Il présente un comportement asymptotique, mais elle est différente d'une évolution exponentielle. Elle présente une valeur limite, la vitesse limite, qu'on peut obtenir facilement à partir de notre équation différentielle. Il faut juste utiliser le cas d'un régime permanent. Donc, en régime permanent, qu'est-ce que ça va nous donner?
origine permanent, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner la chose suivante. Origine permanent, on aura VG, c'est V limite, au carré, ça sera quoi? B sur A. C'est-à-dire VL, ça sera la racine de B sur A. Et dans le cas de n quelconque, on aura une racine énième. Une racine énième dans le cas général. Donc, ces modèles peuvent être vérifiés expérimentalement. J'espère que dans une série d'exercices, on va traiter ces cas-là avec certains détails. Je vous remercie et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Merci.